nous allons réaliser une application qui va fonctionner de la manière suivante. Lorsqu'on lance l'application, on a un écran vide. Lorsqu'on clique sur le menu qui est ici et qu'on clique sur Item, on va insérer 3 lignes dans une liste déroulante. Lorsqu'on reclique encore sur cet item, on insère encore d'autres lignes. Lorsqu'on clique encore sur cet item, on insère d'autres lignes. Lorsqu'on reclique sur l'item du bas, on les supprime toutes. Lorsqu'on clique sur item et qu'on clique sur un élément qu'on sélectionne, on peut le supprimer, et ainsi de suite. Voilà. Voilà donc l'application que nous allons réaliser. Dans un premier temps, on crée un nouveau projet qu'on va appeler My Application Room en choisissant une activity vide, comme on a l'habitude de le faire en classe. Ensuite, dans un deuxième temps, on va aller sur le fichier build.gradle qui est ici. Et dans notre document, on a un plugin qu'on va rajouter à ce niveau-là. On va avoir besoin pour utiliser notre librairie, nos différentes librairies. Donc pour ça, dans ce fichier, on vient ici au niveau de plugin et on le rajoute. On peut synchroniser. Et dans un deuxième temps, on a toutes les dépendances qui sont ici. Pour utiliser Room, pour utiliser les coroutines, pour utiliser le ViewModel. On vient à ce niveau-là et on va rajouter ces dépendances. Et on synchronise. Alors ça va nous permettre, ces dépendances-là, ça va nous permettre d'utiliser le ViewModel, ici. Partout où il y a Room, ce sont des librairies qui sont nécessaires pour pouvoir utiliser Room. Il y a des petits commentaires au-dessus. On a besoin de tout ce qui est librairie pour utiliser le constraint layout, le material design, pour utiliser également les coroutines, c'est-à-dire ce qui permet de pouvoir faire fonctionner des applications en dehors du thread UI dans un thread séparé. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Dans un deuxième temps, on va créer à ce niveau-là un dossier, un package que l'on va appeler par database. Alors dans ce package qu'on va appeler database, on va créer une classe entity, donc un entity, hein. Donc je l'ai appelé person entity. Donc, bouton droit sur la classe et on va créer cette classe Kotlin ici, donc new Kotlin classe, on colle et on valide. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement sélectionner tout le code qui est ici, on l'explique après, vient là et on colle. Voilà. Alors ça, c'est pas bon. On supprime, ça c'est des choses que j'ai pas encore créées. Donc il va falloir d'abord créer cette variable, et ensuite on va revenir expliquer le code. Alors, au niveau de ce fichier, ce qu'on va avoir besoin, on va avoir besoin de constantes, et sous Kotlin, ça tombe très bien, on peut définir un fichier dans lequel on va définir des constantes qui seront accessibles dans tout le programme. Donc on va créer, alors si on revient sur notre document, on va créer un fichier qui s'appelle constante.kt. Je viens ici, alors je vais le créer directement au niveau du package général. Donc Kotlin classe et
l'appeler, c'est carrément un fichier. File, on va l'appeler constante.kt. On valide. Et dans ce fichier constante.kt, on n'a pas besoin de définir un package. On va tout simplement y stocker ces deux constantes. Voilà, ce niveau-là. Et on sauvegarde. Donc ici, constante val new underscore person underscore id, c'est 0. Et ici, on définit un tag dont on aura besoin ultérieurement, éventuellement. Donc je reviens sur person entity. Et ici, bien sûr, je supprime ce package pour utiliser le bon package de l'application. Alt-Enter, voilà. Alors comment se présente notre application? Ici, dans un premier temps, on définit on utilise une annotation, on utilise une annotation pour que le framework Room, notation pour que le framework Room utilise cette classe pour le mapping avec une table. Donc ça, c'est ce qu'on a l'habitude de faire dans Spring un petit peu partout. Le nom de la table qui sera créée s'appellera person. Ici, on définit donc une classe de type data sous Room qu'on appelle person entity. On utilise la notation primary key, clé primaire qui sera auto-générée, et on définit les 4 variables qui vont être stockées dans la base de données. Une variable de type int, ce sera l'id. Une variable de type nom, ce sera de type string, qui sera le nom. Une variable de type string, qui sera le prénom. Une variable de type date, qui sera date. Alors, comme on est en auto-incrément, on va avoir besoin d'utiliser ce qu'on appelle des constructeurs secondaires. Voilà comment on définit des constructeurs secondaires sous Kotlin. Donc, constructeur, on va avoir besoin d'un constructeur auquel on va passer le new person id qui sera tout le temps égal à 0 puisqu'il sera auto-incrémenté. On lui passe la variable, la propriété nom qui est là, qui sera initialisée à vide au départ, hein. Prénom qui sera initialisé à vide, et puis la date du jour. Et donc on appelle la fonction date, hein. Ce sera la date du jour. Ici, on a un autre type de constructeur secondaire, hein. Ce constructeur secondaire prend 3 variables, 3 propriétés. La propriété nom qui est ici, type string, la propriété prénom de type string, la propriété date de type date, et on va donc faire appel au constructeur qui est ici, donc this new person id, nom, prénom, date, ce qui signifie donc on va avoir le constructeur qui sera constitué donc du 0 qu'on a défini tout à l'heure, hein, ça c'est la constante. Nom, prénom, date, ce seront les propriétés qui sont ici. Et là donc on a notre constructeur dans lequel il n'y a que 3 paramètres en fin de compte, hein. C'est-à-dire qu'il n'y aura que 3 paramètres. Pourquoi? C'est parce que ce paramètre-là, c'est un paramètre qui est auto-incrémenté. Ensuite, ici, on surcharge la méthode toString
pour pouvoir renvoyer uniquement le nom et le prénom. Et à ce niveau-là, on va formater la date. C'est-à-dire que la date qui est ici, cette propriété-là, on souhaite la renvoyer sous la forme dd/mm/yyyy. Et donc pour cela, on va utiliser cette syntaxe-là, on va utiliser le simple date format, et on va utiliser la méthode locale.getDefault.formatDate, c'est-à-dire qu'on va formater la date suivant ce format-là. Voilà. C'est-à-dire que dans cette classe entity, ça permet de voir comment définir des constructeurs secondaires au cas où on doit avoir, dans le cas qui nous occupe par exemple, une donnée qui sera par exemple l'id, qui sera auto-incrémentée, puisqu'on n'en a pas besoin dans le constructeur. On aura donc besoin normalement que d'un constructeur avec 3 paramètres. Ensuite, dans notre application, on va avoir besoin, puisque tout à l'heure on l'a vu fonctionner, on a vu que le nom, prénom et la date apparaissaient sur notre application. Dès qu'on cliquait sur le menu item, on va avoir besoin de données de test à insérer dans notre base de données. L'objectif, ça va être par exemple d'insérer plusieurs données en même temps. Donc ici, on va venir sur Database, New, et on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler TestData. Alors, bouton droit, New, Java Class, TestData. Voilà. Cette classe TestData, je vais sélectionner toute la classe, on va aller l'expliquer et on va essayer de la tester. Alors, ici, donc il y a un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas. Alors, pourquoi? On va voir. Alors si ça marche pas, c'est tout simplement parce que j'ai choisi une classe Java. Alors c'est une classe KT qu'il faut choisir, donc on va supprimer cette classe. On va plutôt là, où est-ce qu'il est refactor ici? Voilà, ici, refactorer cette classe. Voilà, refactor. Bon, je vais supprimer parce que j'ai un problème pour... Voilà. On va venir ici, bouton droit, New. Alors c'est Kotlin class file et c'est test data. Voilà. Et là, on colle. Voilà, c'est mieux. Alors dans cette classe, qu'est-ce qu'on a? On a la classe test data, compagnon objet, ça permet de définir des fonctions statiques qui seront appelées sur la classe directement. Donc là, pour définir par exemple getAll comme fonction statique, on utilise compagnon object. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord, on définit un formateur. En utilisant la fonction simple.datFormat de Java. On lui donne la façon dont, la forme sous laquelle on veut afficher la date, et on lui donne le paramètre local.getDefault. Ici, on va définir une liste de personnes, donc var liste personne égale relist of person entity, donc c'est une liste de person entity. Là, on
initialise. Ensuite, on a la fonction getAll. Alors cette fonction getAll, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va définir un nœud relist de person entity, et à l'intérieur, donc on a tout simplement défini, instancié un certain nombre de personnes entity. Donc ce qui veut dire que getAll, ça va permettre de récupérer un certain nombre de personnes. Ensuite, le getPersonById, ça va permettre de renvoyer un person entity. Donc pour ça, on va faire return getAll, on fait appel à cette fonction, on va poser un filtre sur la fonction et on va récupérer la personne qui aura un ID bien déterminé et donc un seul. On va tester cette fonction pour voir comment est-ce qu'elle fonctionne. Pour tester, il suffit de venir ici, de faire un val liste personne est égal à test data getAll et de faire un print ln liste personne .toString. Voilà. Et là, quand on va exécuter, on clique sur Run ici et on cherche si on a bien les éléments qui sont bien ici. Voilà, ils sont affichés non 1, non 2, non 3, non 4. Donc voilà, donc on peut faire appel à la méthode directement sur la classe puisqu'on l'a définie de manière statique. Ensuite, on va définir la classe DAO qui va permettre d'insérer, modifier, récupérer des données à partir de la base de données. Alors pour ça, on va venir sur déjà notre document, on va aller chercher la classe qu'on va créer, c'est la classe personneDAO qui se situe définition de la DAO. On revient ici dans database, bouton droit, new, et on va sur Kotlin class, on ne se trompe pas cette fois-ci. Hop, on colle. Et ensuite, on va récupérer, alors attention, il y a un import ici, donc là je le rajoute, on va récupérer tout le code que l'on va coller à ce niveau-là. Et voilà, là donc, on a défini notre DAO avec la librairie Room. C'est la librairie Room qui permet d'utiliser les annotations. Alors pour ça, c'est comme le CRUD repository, on définit une interface qu'on appelle personneDAO, on la note avec @DAO. Ensuite ici, on va définir une première méthode, la méthode insertPerson. Cette méthode, elle insère un objet de type personneEntity. C'est une fonction. Suspend, ça permet d'utiliser ce qu'on appelle les coroutines, c'est-à-dire que cette instruction insert se fera dans un autre thread que le thread UI. Ensuite, on va utiliser la notation @insert pour dire que ça c'est une insertion. OnConflict égale OnConflict stratégie.replace, c'est-à-dire que au cas où ce qu'on veut insérer existe déjà dans la base, il faudra juste l'updater, faire un update. Ici, on a une autre fonction. Cette fonction-là, elle va utiliser, donc ça va être un insert all. C'est une liste de personnes entity qu'on va lui fournir. Toujours avec suspend, ça veut dire que elle va utiliser les coroutines. Cette fonction va s'exécuter dans un autre thread que le thread UI. Et bien sûr, le onConflict stratégie.ignore, là, au cas où ça existe déjà. Donc, on ignore tout simplement, on ignore que ça existe déjà pour pouvoir insérer tout simplement. Ensuite, ici,
On va avoir une autre chose, hein. On va avoir le arrobase query, select étoile from person, order by date ASC. Donc là, on va sélectionner la liste des personnes et ce sera ordonné en fonction de la date. La fonction qui va être utilisée, c'est la fonction getAll. Cette fonction getAll, elle renvoie une liste de personnes entity et on a rajouté live-data. Live-data, ça va permettre de pouvoir faire en sorte que ces données vont être observées par notre interface. Et donc, dès qu'il y aura une modification, l'interface se mettra à jour. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que là, on va utiliser le pattern observer. Hein, c'est-à-dire qu'on aurait pu mettre liste person entity, tout simplement sans le live data. Mais si on met liste person entity sans le live data, donc ce sera à nous, dans le code, hein, de coder pour que la mise à jour se fasse. Tandis qu'ici, quand on utilise live data, dès que on récupérera les données, donc on va surveiller la liste des personnes, et si on voit que cette liste des personnes, elle évolue, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui vont être récupérées, grâce à live data, l'interface, c'est-à-dire la liste des personnes qui vont s'afficher à l'écran, vont être rafraîchies. Et là, on utilise uniquement la fonction fanGetAll, on n'utilise pas le suspend. Pourquoi? Parce que cette façon de gérer les données via live data, ça entraîne obligatoirement que ça va être exécuté dans un thread à part, donc pas besoin de l'utiliser suspend. Ensuite, on a une autre instruction ici, @query select étoile from person where id égale 2.id. Donc ça, c'est pour pouvoir sélectionner une personne en fonction de son ID. Toujours, on exécute ça dans un autre thread. getPerson by id, id2.int. Bon, ça, c'est le paramètre de la fonction, puisque c'est une recherche suivant l'id, ça va renvoyer un person entity. Ici, on va utiliser une instruction qui va permettre de récupérer le nombre de personnes. Donc avec la fonction getCount qui va renvoyer un int. Ici, une fonction qui va supprimer toutes les personnes. Donc même chose, hein, delete all, et ça renvoie un int. Normalement, ça devrait renvoyer 0, hein, au cas où c'est OK. Et ici, là, une autre fonction, delete, qui agit de la manière suivante, c'est-à-dire que cette fonction-là, on va lui passer une liste de personnes qu'on aura sélectionnées, et c'est en fonction de cette liste de personnes qu'on aura sélectionnées qu'elle va faire la suppression. Voilà, donc ici, comment est-ce qu'on peut utiliser Room? C'est comme le CRUD repository, hein, et comment on peut utiliser l'instruction Room pour pouvoir tout simplement faire les opérations sur la base de données. Une fois qu'on a fait ça, on va créer, là on a créé l'entity, on a créé la DAO qui va permettre de gérer les opérations sur la base de données, la classe test data pour avoir des données de test, un fichier de constantes pour pouvoir y définir des constantes accessibles par toutes les classes de l'application, et la main activity. Maintenant, on va créer une classe qui va permettre de créer la base de données, justement. Alors pour ça, on va créer une classe qui va s'appeler appdatabase. On revient ici, on vient sur database, bouton droit, new, Kotlin class file, et on colle. Voilà. La classe appdatabase. Alors cette classe appdatabase, on va récupérer le code et aller l'expliquer. Voilà. On sauvegarde. Alors cette classe, c'est toujours à partir de Room qu'elle va être créée. Alors ici,
il nous manque une classe importante. Alors d'abord, on va supprimer ces deux choses-là. Et on a besoin de créer une classe qui va s'appeler dateConverter. Cette classe dateConverter, c'est elle qui va se charger de convertir la date à partir de la base de données SQLite pour la récupérer dans PersonEntity et de faire l'inverse. On va faire Alt, Enter et on va créer la classe dataConverter. On va l'extraire dans un fichier séparé et dans le package database. Voilà, cette classe elle est là, on n'a pas encore codé. Cette classe elle va permettre, donc comme on l'a expliqué, hein, ça va permettre de faire, comment dirais-je, donc de faire la conversion de la base du champ date, de la base de données vers l'entity et vice versa. Voilà, donc on n'a pas encore codé, on va la coder après. On revient ici sur app database. Voilà, donc ici dans app database, alors comment cette classe est une classe qui va créer la base de données au moment où on va lancer notre application. Ici, on va avoir la notation @database et on définit dans entities, on définit un array avec l'ensemble des tables qui vont exister, avec l'ensemble des entities bien sûr qui vont correspondre à des bases, à des tables qui existeront dans notre base de données. Donc en particulier, nous ici on a PersonEntity, classe, c'est comme ça qu'on identifie une classe sous Kotlin. Donc PersonEntity, classe correspond à PersonEntity qui est là. S'il y avait une autre entité, on mettrait une virgule, on la mettrait derrière. Virgule par exemple, ici article classe par exemple. Voilà. Mais là on n'en a qu'une seule, donc on laisse comme ça. La version de la base de données, version 1, si on change la version ultérieurement et qu'on relance l'application, ça devrait détruire la base de données existante pour en recréer une nouvelle, peut-être un nouveau schéma. Exporte schéma égale false parce qu'on ne va pas gérer la migration d'une base de données vers une autre dans notre application. Ensuite, @typeConverter, on va lui passer la classe dateConverter classe qu'on n'a pas encore codé, dans lequel il y aura le code pour passer, pour pouvoir convertir le champ date vers variable de PersonEntity et vice versa. Ici, on va définir ce qu'on appelle une classe abstraite, classe qu'on ne peut pas instancier, abstract class appdatabase, qui va étendre room database. Donc ça veut dire que tout ce qui va être utilisé va provenir de room database en fin de compte. Ici, par rapport à notre DAO, personne DAO, dans lequel on a défini toutes les méthodes qui vont permettre de faire les opérations sur la base de données, on va définir une fonction, donc abstract fan personne DAO, de type personne DAO et point d'interrogation, ce qui signifie tout simplement que on peut avoir personne DAO qui peut être nulle. Hein, donc cette fonction personne DAO, elle renvoie un objet de type personne DAO, mais qui peut prendre la valeur nulle. Compagnon object, on a déjà vu, ça veut dire que l'on va pouvoir utiliser la fonction qui est définie dans compagnon object directement via la classe appdatabase. À l'intérieur de ce bloc compagnon object, on définit une instance
qui sera de type appdatabase, qui peut être nul et que l'on initialise à nul d'ailleurs. Alors cette instance, c'est quoi? C'est l'instance de la base de données. Et comme on veut que cette instance de base de données soit un singleton, ça veut dire qu'on n'aura pas la base de données qui sera ouverte plusieurs fois en mémoire. Donc on définit une instance que l'on initialise à nul, qui devra être initialisée qu'une seule fois, comme on va le voir plus bas. Ici, on définit la fonction getInstance, c'est elle qui va nous permettre d'avoir une instance de la base de données qui a pour paramètre un objet de type contexte de l'application. Cette fonction renvoie un objet de type appdatabase, donc la base de données elle-même. On teste si l'instance de la base de données est égale à nul. Alors on l'a initialisé à nul au départ, donc la première fois il sera à nul. Et qu'est-ce qu'on fait s'il est égal à nul? Eh bien, s'il est égal à nul, on va ici utiliser, définir dans un bloc, on va tout simplement créer la base de données. Alors on utilise le mot-clé synchronised parce qu'on est en train de travailler dans un milieu dans lequel plusieurs threads pourraient accéder à la base de données, plusieurs processus pourraient accéder à la base de données, mais il faut impérativement que quand un processus travaille avec cette base de données, il faut que pour les autres, cette base de données soit bloquée. Donc c'est pour ça qu'on utilise le mot-clé synchronised entre parenthèses et on lui passe le paramètre appdatabase class, c'est-à-dire que l'accès à cette base de données ne pourra pas se faire simultanément via plusieurs threads. Il y a une sorte de verrou qui va être posé lorsqu'il y a un thread qui travaille avec, sinon on risque d'avoir une base de données qui va être complètement désorganisée. Ensuite, donc, on écrit dans ce cas-là, si l'instance est égale à nul, donc instance, et donc là, on va fournir une instance de la base de données à cette constante, cette variable, pardon. Pour ça, quelle est la syntaxe? On fait room, on appelle le database builder sur la classe room, et dans ce database builder, on lui passe le contexte de l'application. C'est comme ça qu'a été créée cette fonction, donc on lui passe ce premier paramètre-là. On lui passe également la classe appdatabase class.java, c'est-à-dire la classe appdatabase elle-même, et on définit ici le nom que l'on souhaite attribuer à la base de données dans le SGBD SQLite. Et à ce bloc, on lui applique la fonction .build. Ça va permettre de créer la base de données, et là on va retourner l'instance de la base de données avec laquelle on pourra travailler. Donc ce bloc-là reste un peu tout le temps le même, il faut à peu près comprendre ce qu'il fait. Et si on avait d'autres paramètres à passer à notre base de données, on les passerait dans ce bloc-là. C'est-à-dire que là, c'est dans ce bloc-là qu'on pourrait passer d'autres paramètres à notre base de données, peut-être faire un point quelque chose avant le build. Voilà donc pour la création de la base de données. Alors maintenant, on va créer le code du converteur. On revient ici, on va sur notre document et on récupère le code du converteur. Alors, je vais mettre dessous là peut-être pour pas supprimer le commentaire. Voilà, rien de spécial, @typeconverter. On convertit une première fonction qui va convertir à partir du type stamp vers un objet de type data, et un deuxième type de conversion, lui qui va convertir de la date vers le type stamp, dans lequel le type stamp, ça va être le format dans lequel
la date va être stockée en base de données. Alors pour ça, donc on annote nos fonctions avec le symbole @typeconvertor. On a la fonction, on peut appeler comme on veut, hein, from type stamp. Donc ça veut dire que si c'est à partir d'un type stamp, donc c'est un long que va prendre la fonction. Elle va convertir ça en date. Donc tout simplement, on fait un return date entre parenthèses value. Et deuxièmement, pour faire l'inverse, le type converter, on définit la fonction date to timestamp qui prend la valeur date, c'est un long qu'elle renvoie et ça va retourner un date.time. Alors, c'est simple, mais c'est intéressant de voir comment on crée un convertor. C'est une chose qui existe aussi sous Spring, dont je n'ai pas encore parlé, mais qu'on pourra voir ultérieurement. Alors nous allons rajouter dans l'application, dans PersonDAO, on va rajouter un autre query. On va sélectionner celui-là avec Live Data. Voilà. On va venir tout en bas ici. On va le coller. On va l'appeler getAllPerson. Et on va faire en sorte que ce soit une simple liste que on récupère, mais alors il va falloir ici utiliser le mot-clé suspend. Voilà. Donc, arrivé à cette étape, nous avons créé une entity, person entity. C'est elle qui va mapper la table dans la base de données. Nous avons créé une classe testData qui va nous permettre de nous fournir des données que l'on va pouvoir stocker dans la base de données, une liste de personnes. Nous avons créé la classe PersonDAO. Cette classe PersonDAO va nous permettre de réaliser les différentes opérations sur la base de données. En particulier, ici, on a rajouté la méthode getAll1 qui permet de récupérer une liste de personnes. On a créé la classe à ce niveau-là, donc app database. Cette classe app database permet de définir une instance de la base de données Room et la classe data converteur pour pouvoir convertir une date en timestamp ou un timestamp en date. Et enfin, on a défini un fichier de constante à ce niveau-là. Ce fichier de constante, ce sont des constantes auxquelles on peut accéder quelle que soit la classe. Alors, une chose que nous allons faire concernant le fichier build.gradle niveau projet. On va remplacer tout son contenu par le contenu que vous avez sur le document au 8e. Ici, on modifie le fichier build.gradle au niveau projet. On va récupérer ces versions-là de JetBrains et de Android Application pour pouvoir fonctionner avec les versions de Room que l'on a définies dans le fichier tout au début. Ici, on a des fichiers de version qui fonctionnent obligatoirement donc avec les versions qui vont être définies ici au niveau du fichier build.gradle au niveau projet. Donc on va
C'est-à-dire que pour chaque version, il faut bien faire attention aux librairies qui peuvent fonctionner avec. Ça, il faut aller voir la documentation pour ça. Je viens ici, dans le fichier build.gradle au niveau projet, je sélectionne absolument tout, je supprime et je colle. Et à partir de là, je vais pouvoir synchroniser. Alors, il y a quelque chose, j'ai mis un petit point, je crois. Hop, je synchronise, je try again. Voilà. Et déjà, là, on peut essayer d'exécuter pour voir s'il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là. Même si ça ne va rien faire, déjà, on exécute pour voir si notre projet ne contient pas d'erreur. C'est parfait. Ensuite, on va faire des tests. On va aller dans Main Activity. Et dans Main Activity, ce qu'on va faire, on va essayer d'exploiter notre base de données de cette manière-là, sans structurer plus avant pour l'instant. Hein, puisque l'idée, c'est quand même de tester à ce niveau-là. Alors pour ça, dans ce fichier-là, on trouvera ce qui nous est nécessaire. Partie 9, on va récupérer les informations qui vont permettre d'initialiser une liste de personnes, de définir des propriétés pour la liste de personnes et pour la base de données. Donc, on va coller ça à ce niveau-là. Voilà, donc on va définir une liste de personnes, c'est ce qu'on fait ici. Vous voyez. Donc, let init var mPerson de point liste personne entity. Donc, on définit une liste de personnes qui sera initialisée plus tard. On définit une variable de type appdatabase, donc c'est elle qui va contenir la base de données. Ensuite, on va se rendre peut-être un petit peu plus bas, juste après la fonction onCreate, à ce niveau-là. On va dans notre document et à partir d'ici, on va récupérer toutes les méthodes auxquelles on souhaite faire appel pour les tester. Donc on vient ici et on colle ces méthodes. Alors ces méthodes, ce sont des méthodes qui vont être exécutées dans un autre thread. Alors qu'est-ce qu'on a fait ici exactement? On a défini dans une méthode qui sera exécutée dans un autre thread à cause du mot-clé suspend, la méthode addTestData. Qu'est-ce qu'elle fait cette méthode? Elle appelle sur la DAO. Donc elle appelle bien sûr l'objet mdb.personneDAO. Hein. N'oublie pas que dans MDP, ça correspond à l'objet de type appdatabase. Or, dans appdatabase, on a bien un objet de type personneDAO. Donc, on fait appel à cet objet dans la main activity, ici. À ce niveau-là, on fait appel à cet objet et on fait appel à la méthode insertAll. InsertAll qui fait bien partie de personneDAO, hein, puisque la méthode insertAll est ici. Donc je reviens sur main activity. On fait appel à la méthode insertAll. La méthode insertAll, on lui passe, puisque la méthode insertAll va insérer une liste, hein, si vous allez la voir dans personneDAO, on l'a expliqué tout à l'heure. On lui passe testdata.getAll, hein, c'était les données qu'on avait préparées à ce niveau-là. On renvoie une liste de personnes, hein, qu'on lui passe. On passe ça à notre... où est-ce qu'elle est passée? Main activity, je vais déjà fermer ce qu'il y a peut-être en trop. Bon, je vais recliquer dessus, puis c'est tout. Voilà. On lui passe cette liste de personnes qui vont être insérées dans la base de données. Et donc on définit cette méthode qu'on va pouvoir appeler directement dans la main activity. C'est-à-dire que quand on appelle cette méthode, on appellera la base de données, la DAO, et puis les méthodes qu'on a définies dans la DAO. Et donc c'est ce qu'on va faire dans quelques instants. On a également défini de la même manière la méthode deleteAllPerson, la méthode qui permet de récupérer une personne via son ID. On a également la méthode insertPerson
la méthode pour supprimer toutes les personnes, une méthode qui permet de supprimer que les personnes sélectionnées. Ces personnes seront sélectionnées dans une liste. Et ici, une méthode qui permet de récupérer toutes les personnes. Alors, on y va. Donc, ce qu'on va faire, on va faire appel aux méthodes à ce niveau-là. Donc, si on vient sur notre document pour que j'évite de les saisir, à ce niveau-là, ici, j'ai défini la façon dont on appelle les méthodes. Je viens ici. Alors, premièrement, ici, on initialise l'objet MDB. C'est lui qui nous donnera l'accès à la base de données. Ensuite, ici, l'objectif, c'est qu'il faut impérativement que on puisse exécuter les opérations sur la base de données dans un thread séparé. Pour ça, voici la syntaxe que l'on utilise, coroutine scope, dispatcher.io.launch, on donnera un mot pour les coroutines, mais déjà connaître la syntaxe pour exécuter. Alors ça, on peut utiliser cette façon d'exécuter les méthodes qui sont à l'intérieur parce qu'on les a définies avec le mot-clé suspend. Quand on a un bloc comme celui-là, ça veut dire que les instructions qui sont ici seront exécutées dans un thread qui sera séparé de celui où s'exécute la main activity. Donc on aura un traitement qui ne bloquera pas l'interface graphique. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler... alors peut-être pas ça ne m'intéresse pas. Voilà. On va appeler la méthode attestData que l'on a définie plus bas ici et qui va insérer tous les noms qu'on va récupérer à partir de testData. Ça va nous les insérer dans la base de données. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va, dans un thread séparé, je vais tout simplement récupérer la liste des personnes. Var list1 égale getAllPerson. Alors getAllPerson, c'est défini plus bas, à ce niveau-là, ici. Et ça nous retourne une liste de personnes entity que je vais demander à imprimer pour être certain que ça fonctionne. Je fais un CTRL S, on exécute. Terminette. Voilà, on va ouvrir le run ici. Et là, si on cherche, à ce niveau-là, on a bien ici l'affichage, nom 1, prénom, nom 1, prénom 1, 10 02 2021, nom 1, prénom 2, et ainsi de suite. On a bien toutes ces informations qui s'affichent. Alors comme j'ai dû le lancer plusieurs fois, regardez, on a bien toutes les informations qui sont là. Si maintenant je décide de supprimer toutes les... Alors d'abord la base de données on peut la voir en plus. Si on a le package com.exemple.myapplication.room, si je vais sur Device File Explorer et que je descends sur ce package com.exemple.myapplication.room, dans Database, on a bien la base de données qui est créée. Si je décide de tout supprimer, alors normalement on va se retrouver que, parce que là j'en ai plusieurs, si je le relance plusieurs fois, si je décide de tout supprimer, voilà, donc ici par exemple, delete personne, donc la MDB personne DAO, delete personne, alors ça c'est selected personne, donc c'est peut-être pas celle-là, parce qu'il faudrait, alors ici ça va être le delete personne, delete all person, le voilà, allez, on va déléter toutes les personnes, ici, alors je pourrais, alors je vais d'abord mettre ici, ensuite je vais prendre un bloc ici pour dire que je vais exécuter ça dans une coroutine à part,
hop, je fais la collade et je vais faire un print list une deuxième fois ici pour voir. Ah oui, donc il faudrait peut-être la récupérer déjà pour voir si il reste des personnes. Une fois que j'aurai tout supprimé, et voir que ça marche bien. Voilà, je viens sur le run qui est ici. On recommence. Voilà. Voilà. Donc ici, si on descend et qu'on recherche, alors on va le relancer pour aller bien rechercher. Hop. Donc apparemment c'est dans le logcat ici. Si je vais dans le logcat, voilà, je vais avoir à ce niveau là le nom, prénom, bah, toutes ces choses là qui s'affichent, pas de problème, une seule fois, et après hop, c'est supprimé hein, lorsqu'on essaie de les réimprimer. Voilà comment on peut travailler avec une base de données Room.